Bonjour à tous. Il y a quelques jours, j'ai publié une vidéo sur la rétrogradation de Mars qui va se dérouler du 6 décembre 2024 au 24 février 2025 et sur sa boucle de rétrogradation dont la période d'influence est plus vaste et a déjà commencé pour plusieurs signes. Cette fois, je voudrais vous parler des différents aspects, et pas des moindres, vous allez voir, que Mars va former durant cette période un peu spéciale et qui n'arrive que tous les 2 ans. Alors je ne vais pas revenir sur l'explication de la rétrogradation de Mars. Il faut juste se rappeler que ça arrive tous les 2 ans, quand Mars est situé en opposition au Soleil. Vous pourrez voir les animations du cycle Soleil-Mars sur ma vidéo précédente. Je vous mets le lien dans la description. J'expliquais aussi que Mars allait rétrograder, donc reculer sur une zone du zodiaque allant de 6 degrés 10 du Lion à 17 degrés 01 du Cancer, donc ici la zone en jaune. Et donc il va passer à 3 reprises sur cette zone du zodiaque. Donc une première fois en marche directe, c'est la flèche verte, puis en reculant, donc en rétrogradant, c'est la flèche orange, et une dernière fois, quand Mars repart en avant, c'est la flèche violette. Alors, je vous ai mis à gauche les dates de ces 3 passages successifs. Alors Mars ne sera bien sûr pas tout seul dans le ciel, et donc pendant toute cette période, il va former des aspects planétaires avec d'autres planètes, et certains vont se former à 3 reprises. Alors les aspects sont des écarts angulaires entre 2 planètes, et les plus puissants, ceux qui ont le plus d'impact sur le plan prévisionnel et événementiel, sont les aspects multiples de 90 degrés. Donc la conjonction, un aspect de 0 degré. Ici, vous voyez par exemple la dernière conjonction entre Mars et le Soleil, c'était en novembre 2023. Au niveau de la lunaison, il correspondrait à la nouvelle Lune. Nous avons ensuite le carré, un aspect de 90 degrés. Alors voici le dernier carré qui s'est formé entre Mars et le Soleil. Alors c'était il y a pas longtemps, c'était le 14 octobre 2024. Au niveau de la lunaison, il correspondrait au quartier de Lune. Et enfin, l'opposition, un aspect de 180 degrés, dont voici la prochaine entre Mars et le Soleil, celle du 16 janvier 2025. Et cet aspect est celui qui se forme entre le Soleil et la Lune lors de la pleine Lune. Alors ces aspects sont aussi ceux qui sont le plus visibles, le plus facilement ressentis dans un thème astral. Donc quand on étudie la personnalité d'un individu, car ils indiquent souvent des tensions, des tiraillements, et ils poussent à réagir. Sauf la conjonction, qui est aussi parfois très bénéfique selon les planètes impliquées. Alors il y a bien sûr d'autres aspects importants, des aspects harmoniques comme le sextile ou le trigone, qui sont indices de facilité, de fluidité. Les planètes impliquées mêlent leurs forces et s'entendent bien. Et j'en dirai 2 mots un peu plus tard, car il va aussi y en avoir concernant Mars. Mais pour le moment, concernant ces aspects les plus tendus, on verra que 3 planètes en particulier vont nous intéresser durant la période. Ce sont donc Mars, le Soleil et Pluton. Alors, Mars et le Soleil sont 2 planètes de feu. Ce sont des planètes masculines, très actives, énergiques. Elles jouent régulièrement le rôle de déclencheur pour des transits planétaires bien plus longs, ceux des planètes lentes, lorsqu'elles y mêlent leurs forces. Elles indiquent alors le moment où un événement lié à ce transit de planètes lentes est susceptible de se produire, de façon bien plus précise. On a eu un bel exemple il y a quelques semaines avec Nicolas Bedos et le carré de Pluton à son Soleil, déclenché par le transit du Soleil. Alors je vous mets le lien vers la vidéo en description si ça vous intéresse. Pluton est la planète la plus lente, mais c'est aussi celle qui correspond au type d'énergie le plus difficile à maîtriser. L'énergie la plus profonde, la moins consciente, la plus archaïque, la plus primitive. Elle symbolise ce qui relève des profondeurs de l'inconscient, ce qui se cache sous la surface, dans la psyché humaine, mais aussi de façon générale. Elle est liée aux pulsions de l'inconscient et rejoint en ça la planète Mars, qui est aussi une planète pulsionnelle. Les deux sont d'ailleurs appelées planètes de ça, au sens freudien, en opposition au moi et au surmoi. Pluton est souvent considéré comme l'octave supérieure de Mars. Pluton symbolise également ce qui est lié au pouvoir. Alors, non pas les États ou l'administration, enfin, ça dépend lesquels, mais le désir de pouvoir, le désir d'emprise, le désir de puissance. Pluton est aussi en rapport avec tout ce qui est lié à la transformation. C'est une planète qui détruit pour que puisse apparaître quelque chose de nouveau. Alors,
c'est pas détruire pour détruire, mais c'est faucher l'herbe pour permettre aux graines sous-jacentes de germer. La régénération est l'un de ces aspects positifs. Alors Mars est aussi une planète pulsionnelle, on vient de le voir, liée aux instincts, aux désirs. C'est la planète qui nous met en action, qui nous donne l'impulsion pour avancer, pour faire, mais aussi pour se battre, pour se défendre. Elle est liée à nos motivations, nos désirs, notre volonté avec le Soleil. Elle nous pousse à nous affirmer, plus ou moins facilement d'ailleurs, selon son état dans le thème astral d'une personne. Et elle se met au service du Soleil pour défendre ses valeurs et son idéal. Sur un plan plus global, elle peut symboliser un pic de tension, une période plus électrique, l'expression d'une colère, d'une agression, mais aussi une stimulation, un regain d'énergie. Tout dépend du type d'aspect qu'elle forme avec telle autre planète. Le Soleil, enfin, correspond dans un thème à l'énergie qu'il faut rayonner, notre charisme, ce qu'on dégage. C'est notre énergie vitale, notre pôle conscient, situé au-delà du corps et de ses humeurs, de ses émotions, de sa variabilité, et qui serait plutôt symbolisé par la Lune. De façon plus globale, il peut symboliser des idéaux, des personnages masculins, des chefs d'État, des patrons, des personnages publics, mais aussi l'homme en général, la population. On va maintenant regarder l'ensemble des planètes sur cette animation et je ferai un arrêt lorsque Mars formera des aspects tendus. Alors sur ces cartes, on aura toutes les planètes, alors sauf la Lune qui aurait fait plusieurs fois le tour du zodiaque durant la période analysée, ainsi que l'axe des nœuds de la Lune et la Lune noire. Alors ces derniers ne sont pas des astres physiques, mais c'est ce qu'on appelle des points fictifs. Ils permettent un autre angle de vue sur les cartes astrologiques et ils nous donnent aussi des informations supplémentaires. Donc on commence à la date où je prépare cette vidéo, on est le 3 novembre, et on voit que Mars est déjà en opposition avec Pluton. L'opposition exacte a eu lieu autour de 13 heures, heure française, mais elle est active depuis quelques jours et le sera encore quelques jours. Surtout que la nouvelle lune a eu lieu avant-hier, le 1er novembre. Cette opposition était donc présente lors de cette nouvelle lune et marque cette phase de lunaison. Elle l'inscrit dans la durée lunaire, donc pour une quinzaine de jours. J'en parle plus longuement dans l'horoscope de novembre. Un aspect tendu entre Mars et Pluton, ça a lieu tous les 6 mois en moyenne, quand Mars se place en conjonction, en carré ou en opposition de Pluton, qui lui n'aura avancé que de quelques degrés durant toute la période. Ce sont généralement des périodes un peu chaudes, où Mars peut libérer des tensions plus profondes, quelque chose qui couvait en profondeur depuis plus ou moins longtemps. Mais Mars libère aussi toute l'agressivité, le côté animal, la soif de pouvoir, et plus généralement des instincts profonds, plus ou moins dignes de la nature humaine. Alors c'est un courant général, mais on en voit souvent des illustrations dans l'actualité, et on ne peut pas s'empêcher de penser à la campagne américaine en ce moment, où on atteint des niveaux de violence verbale, de coups bas, d'insultes, de propos orduriers même, qui sont typiques d'une telle configuration planétaire. Cette première opposition est incluse dans une configuration planétaire plus vaste, impliquant 4 planètes et formant ce qu'on appelle un cerf-volant. C'est en fait un grand trigone d'eau, donc 3 planètes situées à la toute fin des signes d'eau, reliées entre elles par 3 trigones, Mercure, Neptune et Mars. Donc configuration n'impliquant aucune tension et qui est même assez passive, mais qui est dynamisée par une 4e planète, ici Pluton, en sextile à Mercure et à Neptune. Alors ce cerf-volant sert un peu de garde-fou. Il permet une utilisation plus constructive de la tension engendrée par l'opposition Mars-Pluton, une direction à prendre. Si on reprend l'exemple de la campagne américaine, ce sont les élections dont la perspective empêche les débordements pour l'instant. On verra que le cerf-volant ne sera plus là lors des 2 autres formations de l'opposition. D'ailleurs, Mercure, la planète la plus rapide de cette configuration, se sera aussi déjà éloigné de cette position à l'annonce des résultats des élections. Alors, je vais laisser les planètes tourner. On voit que Mars entre en Lion. Il s'y enfonce un peu avant de rétrograder, c'est-à-dire de reculer à partir du 6 décembre. Il va donc se rapprocher à nouveau de son opposition à Pluton, qui, entre-temps, s'est installé en Verseau de façon définitive. Il ne reviendra plus en Capricorne. Donc la deuxième opposition entre les 2 planètes aura lieu dans l'axe Lion-Verseau le 3 janvier 2025 et non dans l'axe Cancer-Capricorne comme pour la première.
Alors je donne la date de l'aspect exact, mais l'influence de cette opposition commence quelques jours avant et continuera quelques jours après. D'ailleurs, elle paraît durer plus longtemps sur l'image, car j'ai paramétré l'orbe, donc la marge acceptable pour qu'elle soit représentée, à 5 degrés de l'aspect exact. Donc le 3 janvier, on retrouve les deux planètes en opposition exacte. Cette fois, on n'a plus de cerf-volant en garde-fou, qui permettait aussi une sorte de canalisation de l'énergie pulsionnelle de l'opposition. Alors il apparaît une autre configuration, une forme de rectangle, mais elle est formée avec les nœuds de la Lune, qui sont deux points fictifs, qui sont toujours opposés l'un à l'autre. C'est donc pas vraiment un dessin planétaire. Mais surtout, à ce moment-là, Mars est rétrograde. Donc si on reprend ce qui a été dit dans la vidéo précédente, le temps n'est plus à l'action extérieure et concrète, n'est plus à l'extériorisation de sa colère, de ses rancœurs, n'est plus à l'expression de sa combativité ou de son agressivité. Ce pourrait être d'ailleurs assez contre-productif. Le ciel indique que le moment est venu, durant cette phase rétrograde, de diriger son énergie à l'intérieur et d'agir en soi, de rectifier certaines choses concernant ce qui a été accompli pendant la phase croissante du cycle Soleil-Mars, dont l'opposition coïncide toujours avec cette phase de rétrogradation. Oui, mais voilà, avant cette opposition Soleil-Mars qui aura lieu 12 jours plus tard, le 16 janvier, Mars se retrouve donc à nouveau opposé à Pluton. Et cet aspect planétaire pousse à exprimer ses ressentiments, sa colère ou ses désirs de puissance ou d'emprise dans des actes souvent impulsifs qui prennent racine sous la surface de manière plus ou moins conscientisée. Le climat de ce début d'année pourrait donc être assez tendu, avec des passages à l'acte possibles, mais pas toujours contrôlés, avec ce Mars rétrograde, et dont les conséquences le seraient encore moins. On verra dans les horoscopes mensuels qui sera concerné au niveau individuel, mais sur le plan global, il faudra surveiller cette période critique, qui le sera d'ailleurs déjà le 31 décembre. Alors on avance encore de quelques jours et on arrive donc au 16 janvier, où se formera l'opposition entre Mars et le Soleil. Alors cette opposition a lieu tous les 2 ans, durant la phase de rétrogradation de Mars. Donc là aussi, une date à surveiller sur le plan mondial. Avec le Soleil, on introduit la notion de représentant, représentant d'État ou autre, ou d'action ou de déclaration officielle. C'est une période de 2-3 jours où des personnages publics ou des structures officielles pourraient sentir que le moment est venu de revenir sur certaines actions, certaines déclarations, certains engagements, de rectifier le tir avec ce Mars rétrograde. Et là aussi, avec ce Mars en exil en Cancer, donc dans un signe où il doit agir davantage avec tact que dans son mode d'énergie habituelle, qui plus est en mode rétrograde, les conséquences, mais aussi les motivations profondes pourraient s'avérer assez nébuleuses. On avance à nouveau dans le temps. Mars continue à rétrograder. Il va atteindre 17 degrés 01 du Cancer le 24 février 2025, date à partir de laquelle se termine sa rétrogradation. Il repart donc en avant. Et je voudrais m'arrêter début avril. On va faire un arrêt sur le 7, par exemple, car il se passe à ce moment-là quelque chose de très particulier. On a une quadruple conjonction qui s'est formée entre Vénus, Mercure, Saturne, fin Poisson, pardon, et Neptune, qui vient juste d'entrer en Bélier, 8 jours avant en fait. Neptune était en Poisson depuis plus de 13 ans. Donc grosse conjonction, qu'on appelle aussi stellium, qui s'est produit autour du nœud nord de la Lune. Alors, fait notable, Vénus et Mercure sont à ce moment-là dans leur phase stationnaire. C'est-à-dire que les deux planètes se sont mises à rétrograder presque en même temps. Alors, une rétrogradation de Vénus, ça n'arrive qu'un an sur 2. Et en 2025, Mercure, qui rétrograde bien plus souvent, 3 fois par an pendant une vingtaine de jours, va le faire durant tout le temps où Vénus sera rétrograde. Et les deux planètes vont terminer leur rétrogradation à 6 jours d'écart et à 2 degrés d'écart, donc à la fin du signe des Poissons. Elles vont donc rester stationnaires ensemble quelques jours, entre 25 et 27 degrés des Poissons. Alors, je ferai une vidéo le moment venu sur cette formation planétaire rare et sur ce synchronisme de rétrogradation. Mais ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est Mars. Et qu'est-ce qu'on voit C'est que Mars sera à ce moment-là en trigone à tout ça, un aspect harmonique.
Et tout ça sera également en sextile à Uranus, autre aspect harmonique, Uranus qui lui-même sera sextile à Mars, pour former cette petite configuration, hein, ce triangle bleu. Alors, il est trop tôt pour savoir précisément à quoi ça va correspondre, hein. Beaucoup de choses se seront passées d'ici là. Et il faudrait comparer le ciel de ce début avril avec les thèmes astro des chefs d'État, les thèmes astro des États, pour essayer d'en savoir plus. On verra, hein, ce qui fera l'actualité les jours et les semaines précédents ces formations planétaires. Mais on est là dans des énergies très différentes de ce qu'on a pu observer depuis novembre, concernant Mars, hein, en tout cas. Donc peut-être une bouffée d'air, un Mars actif, mais dans le bon sens du terme, donc un Mars constructif, qui s'engage sur le long terme, avec beaucoup de lisibilité. Les choses sont claires, sont dites, hein, avec ces trigones vers Mercure, Saturne, Vénus, le nœud nord. Il y a une volonté franche de faire avancer les choses avec un état d'esprit humaniste et apaisé dans ces signes d'eau, hein, que sont le Cancer et les Poissons. Je rappelle que quelques jours avant, Neptune était aussi encore en Poissons, et que toutes ces planètes étaient déjà très proches, hein, de leur position du 7 avril. Peut-être aussi une manière innovante de sortir d'une crise avec cet Uranus, hein, bien relié au reste, à Mars et puis à toutes ces planètes, ou alors pourquoi pas une intervention extérieure inattendue. Donc je reviendrai sur cette période importante, hein, l'année prochaine, et on va continuer à observer notre Mars avancer jusqu'à la 3e formation de son opposition avec Pluton, donc la dernière, hein. L'aspect exact aura lieu dans la nuit du 26 au 27 avril. On retrouve donc les deux planètes opposées dans l'axe Lion-Verseau. Mais cette fois, elles ne seront pas seules, car le Soleil, qui aura bien avancé, hein, depuis son opposition avec Mars, se retrouve au carré de celui-ci, et donc, hein, aussi de Pluton. Et un troisième élément vient se joindre à la partie, c'est la Lune noire, en carré exact à Mars, à Pluton, et donc en opposition au Soleil. Donc vous voyez apparaître un dessin planétaire appelé grand carré. Alors, c'est pas un grand carré comme on l'entend habituellement, car la Lune noire n'est pas un astre, mais les caractéristiques principales, hein, sont similaires. Ici, c'est un grand carré fixe, c'est-à-dire qu'il réunit des éléments situés dans les 4 signes fixes: le Lion, le Verseau, le Taureau et le Scorpion. Et le grand carré fixe est le plus problématique. Si on le trouve dans un thème astral, il est très difficile d'en sortir. Il est signe de très grosses tensions internes, avec un risque de s'y enfermer. L'énergie circule en boucle, et ne trouve pas de porte de sortie. Donc il y a des risques de somatisation, de frustration, de pulsion, de rigidité, d'intolérance. Par contre, si on en sort, et quand on en sort, ça se fait d'un coup. Et on devient alors maître de ces contradictions. Alors là, il ne s'agit pas d'un thème astral, hein, mais d'une carte du ciel valable pour l'ensemble de la planète. Donc on serait, cette fin avril, dans un pic de tension extrême, sans issue évidente, une sorte de crispation de la situation, et avec en plus une notion d'absolu, comme s'il y avait quelque chose de l'ordre de la destinée, du karma, introduit par la Lune noire, qu'on appelle aussi Lilith. Elle semble mettre les hommes face à eux-mêmes, face à leurs névroses, leurs démons les plus profonds, symbolisés, hein, par Mars, par Pluton, ce qu'on cherche à éviter toute sa vie. Alors ça m'évoque un peu une déesse qui descendrait sur Terre et qui nous dirait voyez ce que vous faites ou ce que vous avez fait, voyez ce que vous êtes, soit vous continuez, il n'y aura pas plus de retour possible, soit vous considérez cet animal carnassier et territorial qui fait aussi partie de vous, vous l'acceptez et vous le domptez. C'est maintenant ou jamais. Bon, je me laisse un peu emporter, hein, mais ce sont les mots qui me sont venus spontanément en voyant cette dernière opposition, dernier acte d'un Mars qui aura tenu les rênes, hein, durant quelques mois. En tout cas, ça va être passionnant de suivre tout ça dans les mois qui viennent. Et il ne faut pas oublier de remettre ces événements martiens, entre guillemets, dans le contexte astrologique général, et notamment de le mettre en parallèle euh, du carré Jupiter-Saturne, qui s'est déjà formé l'été dernier et qui va encore se reformer en 2025. J'avais fait une vidéo, hein, consacrée à ce carré, je vous mets le lien en description. Alors je rappelle aussi que les interprétations astrologiques sont basées sur des symboles, des archétypes, et j'ai évoqué ce qui m'est venu à l'esprit, hein, en voyant ces cartes au moment de la préparation de cette vidéo. En matière d'interprétation, il y a bien sûr beaucoup de subjectivité,
en fonction des astrologues, de leur sensibilité et de leur état d'esprit du moment. En tout cas, voilà ce que je voulais vous dire sur cette séquence martienne qui va nous occuper tout l'hiver et une partie du printemps. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à bientôt.